Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité où nous vous tenons au courant de l'évolution de la situation générale de la République démocratique du Congo. Ce soir, on aura un exercice spécial, un peu dans la suite de ce que nous faisons, mais aujourd'hui, nous voulons faire un focus sur une structure de l'État que vous connaissez très bien, qui s'appelle l'inspection générale des finances. Vous avez suivi qu'il y a eu, il y a quelques jours, un changement. Et aujourd'hui, nous avons les privilèges de recevoir celui qu'on appelle à l'inspection générale de finances générale. Il nous dira pourquoi, mais l'inspecteur général chef des services, c'est bien ça, Monsieur Bitassi, moi, Christophe. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur des universités, à l'université catholique du Congo, à l'université protestante du Congo et dans d'autres institutions universitaires. Vous avez passé 35 ans au sein de la maison qui s'appelle l'Inspection générale des finances, évidemment, commis de l'État. Vous avez travaillé dans plusieurs administrations, comme votre CV l'atteste. Et ce soir, nous avons donc voulu vous associer à cet exercice de redevabilité pour arriver à comprendre plus ou moins la transition que vous êtes en train, que cette structure est en train d'opérer sous votre direction pour garantir justement l'efficacité et les missions qui lui sont dévolues. Je rappelle que l'inspection générale des finances et ses corps des inspecteurs qui, pas besoin de le rappeler, travaillent à nous permettre d'améliorer la gouvernance financière en République démocratique du Congo. Alors peut-être que pour ceux qui vous suivent ce soir, monsieur l'inspecteur général, chef des services, parce qu'apparemment il y a beaucoup d'inspecteurs généraux, chef des services, c'est une précision essentielle. Qu'est-ce que vous pouvez sommairement dire aux compatriotes qui nous suivent ce soir sur d'abord l'importance de cette institution dans l'appareil économique ou financier de l'État, mais que par la suite on pourra vous écouter nous donner les grands axes de la stratégie que vous avez déjà déployée pour permettre à cette structure notamment de s'adapter aux enjeux actuels, numérisation, digitalisation, pour vous permettre de mieux faire votre travail. Vous avez la parole, monsieur l'inspecteur général, chef des services. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Chers compatriotes du secteur de la presse, bonjour. J'ai l'honneur d'être devant vous aujourd'hui pour parler de l'Inspection générale des finances, qui est une institution de notre pays dont les origines remontent vers les années 1968, qui a fait son parcours jusqu'à être érigée en Inspection générale des finances depuis 1987. Et c'est depuis ce moment-là que nous sommes à l'Inspection générale des finances. Nous avons la grâce que cette institution qui nous a connus dans notre jeunesse, c'est mon premier travail. J'avais à cette époque-là 24 ans. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce que je sois aujourd'hui le premier parmi mes collègues pour diriger cette institution. L'Inspection générale des finances, comme vous le savez, c'est le bras séculier de l'État pour contrôler les finances publiques. Comme vous le savez, dans tout processus managérial, l'étape du contrôle, c'est l'étape cruciale parce que c'est l'étape qui permet de savoir si tout ce qu'on a planifié, tout ce qu'on a exécuté a été correctement fait. Et à partir de ce travail, il y a des recommandations qui permettent de corriger ce qui a été mal fait de manière à ce que l'État soit toujours mieux géré. Et l'Inspection générale des finances a fait son travail dans ce sens-là, comme vous le savez. Il a connu un retentissement particulier depuis l'avènement de l'actuel président de la République qui a vraiment donné un point d'honneur à cette institution. Et c'est ainsi que d'aucuns croyaient que l'inspection générale venait d'exister depuis 2020, alors que c'est une institution qui existe depuis 1968. Mais la volonté politique du chef de l'État a fait que l'inspection générale des finances
puisse sortir de l'ornière et puisse être une institution qui s'est exprimée et qui s'est fait connaître au public, au peuple congolais. Et nous poursuivons ce travail jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, si je tenais vraiment à solliciter son Excellence pour présenter ce point de presse, c'est pour vous annoncer les nouvelles stratégies que l'inspection générale va mettre en place dans un horizon très court pour toujours parfaire ses méthodes de travail et bien faire le mandat qui lui est donné par la République. Voilà, Excellence, ce que je peux dire par rapport à l'inspection générale des finances, qui est une institution qui se porte très bien pour le moment et qui fait son travail très bien comme par le passé. Alors, nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur le travail, les contrôles, les patrouilles financières et tout ce que nous avons appris de votre jargon. Mais tout à l'heure, vous parliez des nouvelles stratégies. Peut-être que vous pouvez nous dire sommairement quels sont les grands axes justement de ces nouvelles stratégies que vous déployez pour que cette structure de contrôle soit plus efficace, plus moderne et vous permette de mieux réussir vos missions telles que fixées par les textes qui vous régissent. Voilà, justement, dès notre prise de fonction, tout a commencé par l'état des lieux. Lorsqu'on fait l'état des lieux, on fait le diagnostic. On se remet en quelque sorte en cause pour essayer de voir si ce qu'on est en train de faire ne peut pas être amélioré. Et ce diagnostic nous a permis de connaître les faiblesses, de dégager les forces, de savoir les opportunités qui se présentent, mais aussi les menaces qui peuvent se présenter dans le travail de l'inspection générale des finances. Et de là, nous avons conclu que le travail de l'inspection générale des finances pouvait être amélioré. Comment peut-il être amélioré et quels sont vraiment les points d'amélioration que nous voulons à cette institution? D'abord, nous voulons passer du contrôle ponctuel. Comme vous le savez, l'inspection générale des finances effectue ses missions ponctuellement. Il va dans des services, il y rend ce rapport et nous voulons pour le moment un contrôle permanent. La situation, l'évolution du monde aujourd'hui permet de faire ce contrôle permanent à travers la digitalisation. C'est-à-dire, lorsque nous descendons actuellement sur le terrain, nous pouvons être dans un point de contrôle, comme la douane, comme la DGI, mais en même temps, nous ne sommes pas dans les entreprises, nous ne sommes pas dans d'autres secteurs importants. Et pourtant, aujourd'hui, la digitalisation nous donne cette opportunité de pouvoir contrôler en distance tous les points de contrôle qui nous est nécessaire et sans même descendre sur le terrain. Et c'est ainsi que nous avons donc opté pour la digitalisation qui permet non seulement de dépasser les contrôles ponctuels, mais aussi de dépasser les contrôles manuels. Nous arrivons dans des points de contrôle où nous demandons la documentation contrôlée, alors que nous devrions venir déjà avec tous les renseignements. La digitalisation nous permet d'avoir tous les renseignements, faire les recoupements en amont avant même que nous ne puissions descendre sur le terrain. Ça nous permet d'analyser ces données en amont, de dégager les risques majeurs et de nous projeter sur le terrain avec certitude pour faire des interventions ciblées. Voilà, c'est un peu ça, un peu le saut qualitatif que nous voudrions faire aujourd'hui. Et cela a demandé que nous puissions mettre en place tout un plan. C'est quelque chose que nous pouvons faire, mais nous devons programmer ça et nous avons mis en place un plan stratégique que nous avons dénommé plan stratégique triennal 2026-2028. Donc nous nous fixons l'horizon 2028 pour que d'ici 3 ans, nous puissions atteindre la maturité nécessaire pour que ce nouveau paradigme puisse être puisse fonctionner en toute maturité. Voilà un peu, Excellence, ce que je peux dire. Bon, de toute évidence, on aura l'occasion de revenir dessus, mais lorsque je regardais la présentation, vous avez beaucoup parlé, confronté à un plafond de verre. Aujourd'hui, lorsque nous, on entend parler de l'inspection générale des finances, vous avez dit tout à l'heure
que l'institution se porte bien. Lorsque vous parlez de plafond de verre, ça veut dire qu'il y a des points, des difficultés, il y a des objectifs à atteindre que vous n'atteignez pas encore. Comment pensez-vous alors relever tous ces défis que vous avez illustrés tout à l'heure au regard de toutes les limites que vous avez ou de toutes les difficultés que vous pouvez avoir par rapport au contexte de numérisation, de digitalisation et de mondialisation? En fait, les plafonds de verre, si on parle des plafonds de verre, ce sont des obstacles qui, effectivement, nous empêchent d'atteindre l'idéal que nous nous fixons. L'inspection générale des finances est mise en place pour stopper, pour arrêter toutes sortes de détournements, toutes sortes de corruptions, mais on n'y arrive pas. Pourquoi n'y arrivons-nous pas? C'est parce que, justement, il y a ces obstacles qui peuvent être invisibles. C'est notamment ce que je venais de dire, c'est que nous ne maîtrisons pas toutes les données financières qui circulent dans la République. Pour que nous puissions maîtriser toutes les données qui circulent dans la République, nous devons concevoir l'État comme un système qui est composé de plusieurs systèmes. Vous avez notamment le système économique, le système financier, le système de défense, vous avez le système social, le système de l'environnement. Tous ces systèmes interagissent et forment ce qu'on appelle le système État. Tant que nous ne maîtrisons pas tous les flux financiers qui circulent dans ce système, eh bien, nous pouvons faire les contrôles, mais nous n'allons pas atteindre la performance voulue. C'est ainsi que l'obstacle qui se pose à ce moment-là, c'est parce que nous n'avons pas accès à ces données qui aujourd'hui sont digitalisées. Et lorsque nous ne disposons pas d'un outil digital qui nous permette de nous connecter à tous les circuits de ces données financières, eh bien, nous pouvons travailler, mais sans maîtriser pratiquement tous les systèmes. C'est ainsi que notre travail est partiel, est parsemé, et le fait qu'il soit manuel, avec des petites applications que nous utilisons, nous n'arrivons pas effectivement à maîtriser tous les systèmes. C'est ainsi que nous avons comme ambition de maîtriser tous les systèmes, tous les flux économiques qui circulent dans les pays et tous les circuits financiers, tous les flux financiers qui circulent surtout dans les circuits États, de manière à ce que nous puissions faire des analyses en amont. Et à partir de ces analyses, nous allons identifier les irrégularités et en les identifiant en temps réel, nous pouvons faire des interventions préventives qui empêchent justement que des irrégularités puissent se produire et que nous puissions effectivement protéger et sauvegarder les finances de l'État. Ouais. Alors, on va peut-être terminer par là avant que nous puissions prendre les questions des journalistes. Lorsqu'on parle de l'inspection générale de finances, les premiers mots auxquels nous pensons, c'est le mot contrôle. Et il y a quelques mois, nous attendions beaucoup l'expression patrouille financière. On en entend moins parler. Peut-être que vous pouvez nous esquisser quel type de contrôle vous faites aujourd'hui, que deviennent les patrouilles financières qui étaient assez connues dans l'opinion. Comme ça, on peut mieux comprendre le travail qui est fait actuellement. Et après, on pourra évidemment prendre des questions de journalistes qui pourront vous permettre de vous étendre plus longtemps sur les grands axes de votre stratégie que vous venez de brièvement nous présenter ici. Oui, Excellence. Effectivement, la patrouille financière a fait ses preuves. Et c'est le terme qui a été plus connu, qui a fait connaître l'inspection générale des finances. Mais la patrouille financière n'est autre chose que l'un des modes de contrôle de l'inspection générale des finances. En fait, l'inspection générale des finances a 3 modes de contrôle. Il y a le contrôle a priori, c'est-à-dire c'est le contrôle qui intervient de façon préventive, de manière à arrêter, à éviter qu'une irrégularité se produise. Il y a les contrôles concomitants qui se fait au même moment aussi que les actions de gestion sont en train de se commettre. Et puis, il y a les contrôles a posteriori, qui est le contrôle qui s'effectue après que les actes
de gestion soit commis. Et à ce moment-là, on intervient après coup et on identifie les irrégularités et on établit les responsabilités. Alors, la patrouille financière, au début, en 2020 jusqu'en 2021, l'Inspection générale des finances a procédé essentiellement au contrôle a posteriori. On est allé partout pour contrôler les périodes antérieures. Et il y a eu des résultats qui ont fait retentir la République, parce qu'on a parlé de révocation des DG, on a parlé de traduction en justice des gestionnaires. Et après évaluation, nous avons constaté que ce contrôle a comme limite le fait qu'il intervient après coup, que les irrégularités, les pertes d'argent de l'État se sont déjà réalisées et généralement les réparations ne viennent pas. La récupération des fonds perdus ne vient pas et c'est ainsi que nous nous sommes lancés, nous avons changé la stratégie, nous nous sommes lancés dans les contrôles a priori que nous avons dénommé patrouille financière, qui a consisté essentiellement à nous déployer sur le terrain et être tout près de contrôler, notamment les entreprises publiques, les services publics, de manière à ce que nous puissions surveiller de plus près les actes de gestion. Et à chaque moment, on a posé un visa avant que toute dépense soit faite. Et en ce moment-là, effectivement, on est arrivé à bloquer beaucoup d'irrégularités qui auraient pu se commettre si l'inspection générale des finances n'était pas là. Alors, ce contrôle a connu aussi ses limites parce que l'inspection générale des finances n'a pas comme vocation d'assiéger les contrôlés. Les gestionnaires doivent avoir la liberté de gérer et le contrôleur vient voir s'ils ont bien géré. À un certain moment, vous avez entendu les contrôlés, notamment les mandataires publics, crier au scandale. Voilà, l'inspection générale des finances les étouffe. Il y a la cogestion, et ainsi de suite, tout ça. Effectivement, lorsqu'on assiège ce contrôlé pendant longtemps, ça peut effectivement être interprété comme une sorte de cogestion. Alors, en tirant les leçons de ces limites-là, c'est ainsi que nous avons, en faisant notre état des lieux, réfléchi en profondeur et nous avons trouvé que effectivement la patrouille financière a permis d'engranger certains résultats, mais c'était quand même partiel parce qu'en faisant même la patrouille financière, on ne pouvait pas se retrouver partout. Nous avons un effectif limité, nous avons des moyens financiers limités. Au moment où nous sommes dans un coin, les irrégularités se commettent ailleurs. Hein, au moment où nous sommes même sur place, certaines irrégularités se commettent et l'IGF devient comme complice de ces irrégularités-là. Alors, c'est ainsi que nous avons réfléchi en profondeur et nous nous sommes dit qu'il y a lieu de faire mieux. Il y a lieu de travailler en mettant la digitalisation en place, de travailler en distance, en maîtrisant les données en distance. Nous pouvons faire notre travail d'analyse sans nécessairement être sur le terrain. Et lorsque nous avons découvert des irrégularités, à ce moment-là, nous faisons des interventions ciblées qui auront l'avantage d'être beaucoup plus rapides, d'être opportunes et d'être plus efficaces parce que là, l'inspecteur des finances, il descend sur le terrain, non plus à l'aveuglette, mais il descend avec des données qu'il a déjà croisées, il a déjà comparé plusieurs sources. Et lorsqu'il descend, c'est effectivement pour pratiquement faire savoir aux contrôlés les irrégularités qu'il a commises ou qu'il veut commettre. Et ça nous permet d'avoir à la fois le contrôle a priori, parce qu'à ce moment-là, c'est un contrôle préventif, c'est-à-dire nous pouvons intervenir avant que l'irrégularité se produise. Nous avons le contrôle concomitant, c'est-à-dire nous travaillons à temps réel. Une irrégularité qui veut se commettre, nous pouvons la bloquer avant qu'elle ne se commette. Et nous avons aussi les contrôles a posteriori, parce que si nous avons des données historiques, nous les analysons, nous pouvons découvrir des irrégularités qui ont été commises. Donc, le contrôle systémique qui découle de cette nouvelle approche englobe et permet d'affiner encore beaucoup plus intelligemment tout le monde de contrôle que l'inspection générale des finances est appelée à effectuer.
Voilà, merci beaucoup pour cette partie introductive. Maintenant, nous allons recevoir les questions des journalistes. On va commencer par M. Patrick Lacoué, qui sera suivi de M. Jean-Pierre Kaimé. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur l'inspecteur général, chef de service, vous venez tout à l'heure de faire la présentation de ce que vous amenez comme nouveauté à l'inspection générale de finances. Ma préoccupation est sur cette approche de digitalisation. C'est bien, mais le problème, c'est que est-ce que tous les dépendants du contrôle de l'IGF sont-ils digitalisés? Je prends un exemple. Si nous sommes dans la province du Sud-Bangui, où la connectivité pose un grand problème, comment vous faites pour contrôler ceux qui gèrent les fonds de l'État dans cette partie du pays? Deuxième préoccupation, la plupart de vos contrôles se résument par un rapport. Il n'y a pas de sanctions qui suivent. Comment vous faites? Quelles sont les approches que vous faites pour dissuader tous ces prédateurs financiers au Congo? Et la dernière préoccupation, c'est que l'IGF n'est pas le seul appareil de contrôle de l'État. Votre collaboration avec les autres appareils de contrôle financier de l'État, vous en êtes où? Est-ce des bons rapports? Est-ce qu'il y a des chevauchements entre vous et les autres? Comment ça se passe? Merci. Voilà. Merci, Monsieur l'inspecteur général, chef des services. Merci beaucoup, Monsieur Patrick, pour les 3 questions. Est-ce que tous les contrôlés sont-ils digitalisés? Comment allons-nous faire dans ces conditions-là? Effectivement, nous sommes dans un pays où tout n'est pas encore digitalisé. Nous devons reconnaître qu'il y a déjà beaucoup de services publics qui sont déjà digitalisés. Nous allons donc commencer d'abord à nous connecter à toutes les plateformes digitalisées qu'il y a dans la République. Et au fur et à mesure de la digitalisation, nous allons nous connecter à toutes ces plateformes qui vont se mettre en place. Alors, en même temps, nous allons jouer un rôle catalyseur. C'est-à-dire, là où nous allons trouver qu'il n'y a pas encore la digitalisation, nous allons pratiquer notre contrôle tel que nous le faisons aujourd'hui, sans digitalisation. Et en même temps, parmi les critères, les exigences, nous allons exiger que là où ce n'est pas digitalisé, que ça le soit, notamment dans les entreprises et dans les gouvernements provinciaux où ils doivent aussi passer à la digitalisation. Il faut savoir, chers journalistes, que la digitalisation, c'est maintenant une obligation légale dans notre pays avec le code du numérique. Tous les services publics sont appelés à se digitaliser. Donc, en tant que service qui veille au respect des lois de la République, ça sera un critère aussi parmi les critères de contrôle que nous allons exercer sur le terrain. Ainsi, nous allons être catalyseurs pour pousser tout le monde à se digitaliser rapidement. Alors, quel rapport avons-nous avec d'autres organes de contrôle? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas chevauchement? Qu'est-ce que nous faisons? Le contrôle public dans notre pays est organisé. Il est organisé. Nous avons le contrôle parlementaire. Nous avons, c'est ce qu'on appelle le contrôle politique. Nous avons le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour des comptes. Et nous avons le contrôle administratif qui est exercé par plusieurs services administratifs avec à la tête l'inspection générale des finances. Dans les contrôles administratifs, l'inspection générale des finances est le service leader. Et il est dit que lorsque l'inspection générale intervient, eh bien, tous les autres services doivent s'arrêter et laisser l'inspection générale des finances travailler. Nous avons aussi le rôle de nous rassurer que les autres organes de l'État qui sont chargés du contrôle fonctionnent normalement. Donc,
En ce qui concerne les autres organes, notamment les contrôles juridictionnels, ça c'est la Cour des comptes, c'est un contrôle qui est un peu au-dessus du contrôle administratif et qui est exercé par la Cour des comptes. La Cour des comptes, comme vous le savez, c'est une cour. Hein, c'est une cour donc, qui rend des arrêts pour condamner, alors que l'inspection générale des finances ne condamne pas. L'inspection générale des finances, son rôle, c'est de faire le contrôle et de faire rapport à ceux-là qui peuvent sanctionner. La sanction peut être administrative, peut être politique, mais peut être aussi judiciaire. Et au-dessus de la Cour des comptes, nous avons le contrôle politique, c'est le contrôle du Parlement. C'est ça la hiérarchie du contrôle dans notre pays. Le contrôle administratif avec l'IGF comme il y a plusieurs inspections, comme vous le savez, dans tous les ministères pratiquement. Chaque ministère a un service, une inspection, et en dessous de ces inspections, il y a des services de contrôle ou d'audit interne dans chaque administration et dans les services. Et l'IGF doit veiller à ce que ces services-là fonctionnent normalement. Lorsque nous contrôlons, nous demandons ces rapports-là de ces services pour nous assurer qu'ils travaillent efficacement. Et si ce n'est pas le cas, nous faisons des recommandations pour qu'ils puissent bien fonctionner. Alors, nous produisons des rapports, mais pas de sanctions. C'est comme je viens de vous le dire. L'inspection générale des finances, son travail, c'est de faire les constats sur le terrain, d'établir de responsabilités et de faire rapport à qui de droit. Le qui de droit, la première autorité qui reçoit nos rapports, c'est le chef de l'État lui-même, qui est notre tutelle directe. Et puis, nous adressons aussi, en tant qu'officier de police judiciaire, nos rapports aussi au procureur de la République. Et nous avons aussi l'obligation d'adresser nos rapports aussi à la Cour des comptes. Alors, ce sont ces organes-là qui ont le pouvoir des sanctions. Voilà. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Jean-Pierre Kayembe, et puis ce sera M. Eric Izami. Merci beaucoup. Jean-Pierre Kayembe pour Politique On TV. Monsieur le chef de service, j'aimerais d'abord savoir si le contrôle systémique vient remplacer définitivement la patrouille financière ou les deux vont continuer à se compléter. Et si oui, à quel niveau? Le contrôle systémique, à mieux vous comprendre, repose essentiellement sur la qualité des données. Je voudrais savoir comment vous assurez-vous que les données fournies par les administrations sont vraies, authentiques et qu'elles ne sont pas fausses. Peut-être pour terminer, quel mécanisme avez-vous prévu dans le cas des opérations réalisées entièrement en dehors du circuit officiel, disons, dans l'informel? Merci. Merci beaucoup, cher journaliste. Le contrôle systémique remplace-t-il la patrouille financière? Je dirais non. Le contrôle systémique prolonge et affine la patrouille financière. Je dirais même que le contrôle systémique, c'est la patrouille financière subtilisée, beaucoup plus subtile. Hein, parce que la patrouille financière, c'est la présence sur le terrain. On assiège le contrôlé, n'est-ce pas? Tandis que le contrôle systémique, on les suit en distance, tout ce qu'il fait, n'est-ce pas? C'est ça la subtilité. Donc, on peut suivre quelqu'un en distance, ça qui ne nous voit. Et lorsque nous descendons sur le terrain, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est un peu ça la différence. Voilà. Alors, quid de la qualité des données? Effectivement, vous avez raison. Parce que la qualité des données, c'est un sérieux problème. La première chose à faire, c'est d'avoir d'abord ces données-là. Et puis juger de la qualité de ces données. Comment on peut juger de la qualité de ces données? C'est en comparant les différentes sources. Lorsque nous aurons les données de la douane, nous aurons les données de la DGI, nous aurons les données de l'OCC, les données de l'OGFREM, nous aurons les données même que nous allons recueillir de l'extérieur. En ce moment-là, en faisant le croisement des données, nous pouvons juger de la qualité des données que nous avons devant nous. Et nous pouvons, en ce moment-là, interpeller les services pour qu'ils nous démontrent comment
Par exemple, une marchandise qui a été importée à 10 000 $ est déclarée à la douane 1 000 $. Hein, voilà. Là, c'est avec le croisement, le recoupement de données à travers plusieurs sources, n'est-ce pas? Et alors, vous posez aussi la question quid de l'économie informelle. Ouais, l'économie informelle, c'est une économie qui a deux aspects. Il y a l'informel de la débrouille, n'est-ce pas? Tous ces ligablos que vous avez à la cité, tout ça, c'est de l'informel. Ce sont des gens qui se débrouillent pour survivre. Mais il y a aussi l'informel criminel, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui font de grandes affaires, généralement des affaires criminelles, n'est-ce pas? Qui font de la fausse monnaie, qui peut-être exploitent illégalement des minerais ou de produits interdits et qui brassent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et ces gens-là finissent toujours par chercher comment blanchir leur argent, n'est-ce pas? Et ils vont blanchir leur argent en entrant dans les formels, justement. Quelqu'un qui a engrangé beaucoup de fonds, il finira par les investir dans l'immobilier, dans une affaire quelque part, ainsi de suite, tout cela. Alors, si nous maîtrisons toutes les données du circuit formel, eh bien, nous allons nous interroger sur les sources de fonds, sur l'importance des fonds. Nous allons suivre des circuits et nous pouvons découvrir par là de l'informel criminel et les investigations peuvent se poursuivre par d'autres services attitrés. Vous avez des services de poursuite qui font des investigations. Nous pourrons donc être une très bonne source, encore davantage, par exemple pour le SENAREF, pour l'ANER et pour d'autres services. Voilà. Et donc, il y a tout à l'heure, lorsque nous discutions en parlant justement du contrôle systémique ou des patrouilles financières, nous savons que vous êtes appelé à contrôler les structures, mais spécifiquement, on a les sources de financement du budget, DGI, DGRAD, DGDA. Comment vous fonctionnez avec ces structures? Est-ce strictement le contrôle systémique que vous appliquez ou est-ce que vous faites un peu un système mixte? Vous avez les contrôles systémiques qui s'est fait un peu au loin ou une forme de patrouille financière qui reste sur place parce que l'un des points que nous retenons beaucoup dans la stratégie qui a permis notamment à l'État de renflouer ses caisses, c'est la lutte contre toutes ces exonérations qui étaient parfois données de manière arbitraire. Oui, merci beaucoup, Excellence. La question est très pertinente. Effectivement, notre premier cheval de bataille, c'est le travail de la mobilisation des recettes. Et c'est ainsi que nous sommes présents dans les régies financières. Et d'ailleurs, si on a levé les pieds un peu partout, mais nous sommes présents. Nous faisons de la patrouille financière dans les régies financières jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Parce que c'est un secteur très stratégique. Aujourd'hui, notre pays a besoin de beaucoup de moyens, compte tenu des défis qui sont les nôtres. Et nous continuons la patrouille financière dans les régies financières. Et nous allons continuer ainsi jusqu'au moment où nous allons mettre en place le système digital lorsqu'il va atteindre sa maturité. À ce moment-là, nous pourrons travailler en distance. Mais pour le moment, nous sommes dans les régies financières, effectivement, pour essayer d'endiguer toutes ces fraudes qui sont derrière les exonérations, toutes ces fraudes qui consistent à la minoration des impôts à payer à l'État. Donc, nous travaillons avec les régies financières. En même temps, nous les aidons à bien travailler aussi. Nous sommes là parce que la patrouille financière a d'abord un aspect pédagogique. Lorsque nous sommes dans les services, à ce moment-là, nous ne les condamnons pas. Nous leur montrons comment il faut faire. S'ils ont fait mal le travail, nous remettons ce travail à la ligne et nous nous assurons que c'est bien fait. Donc, nous encadrons les régies financières à travers la patrouille financière pour éviter vraiment que des dégâts importants puissent se produire. Mais nous pourrons, à terme, lorsque le système digital sera là, eh bien, nous pourrons travailler en distance. Comme vous le savez, les régies financières sont en train de se digitaliser. Il y a la douane qui a le système Sidonia qui fonctionne très bien.
il y a la DGI qui a le système Geste Impôt, il y a l'OGIRAD au niveau de la DGIRAD. Ces systèmes d'information, il y en a qui sont déjà très matures, d'autres doivent être mûris. Et une fois que tout cela sera connecté à l'IGF, il n'y aura plus de raison de demeurer longtemps auprès des régies financières. Voilà, on y reviendra parce que c'est un sujet qui est éminemment important. Monsieur Eric Izami pour vos questions. Merci, Excellence, pour la parole. Alors, Monsieur l'inspecteur général de finances, chef de service, vous avez planché sur le plan triennal qui va s'étaler sur 3 ans. J'ai compris qu'il y a 2026, 2027 et 2028. Mais nous sommes réputés, nous, République démocratique du Congo, comme un vaste territoire. Vous pensez véritablement que ces contrôles qui a salué systémique va rentrer en vigueur à quel moment précisément pour la République? Et puis, vous avez tout à l'heure là effleuré la question. Si on prend les 3 régies financières, on sent vraiment une différence par rapport à la digitalisation, parce que c'est un préalable à ce que j'ai compris. J'aurais voulu que le gouvernement nous aide à pouvoir comprendre si qu'est-ce qui est fait pour justement ramener par exemple la DGRAD au niveau de la DGI ou de la DGDA en termes de la digitalisation, parce que c'est un préalable important. Et puis, que répondez-vous à ceux et celles des Congolais qui pensent que l'IGF donne plutôt l'impression de s'attaquer à la grande corruption, alors que, l'on dit, un adage dit qui vole un œuf, volera un bœuf. Pourquoi est-ce que vous ne descendez pas beaucoup plus bas pour sévir déjà de tout petits, comme ça ils ne deviendront pas de grands bandits? Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Eric. Effectivement, nous avons un plan triennal sur 3 ans. On ne va pas attendre la fin de 3 ans pour commencer à exercer le contrôle triennal. Nous avons un chronogramme de réalisation et nous comptons, à partir de la fin de cette année, de mettre déjà en place l'essentiel de l'infrastructure numérique, de sorte que dès le premier trimestre 2027, nous puissions passer déjà à des phases pilotes, à des essais. Et nous pensons que déjà à partir du 2e semestre 2027, nous pourrons déjà exercer le contrôle systémique dans les endroits où il y a la digitalisation, n'est-ce pas? Donc il y a tout un chronogramme et nous pensons que d'ici fin 2028, on aura mis au pas plusieurs services et on pourra atteindre peut-être 80% de digitalisation. Alors, nous nous attaquons plus à la grande corruption et non pas à la petite corruption. Et effectivement, la corruption, c'est un phénomène social. C'est un phénomène social, comme vous le dites, celui qui vole un œuf, il volera un bœuf. Et la corruption commence déjà chez nous à domicile, n'est-ce pas? Un enfant qui a l'habitude de voler dans la casserole de sa mère, c'est un détourneur en puissance. Lorsqu'il sera élevé à des fonctions publiques, ça sera un véritable coulon en cravate. C'est ainsi que, pour justement lutter contre la petite corruption qui commence à la maison, l'IGF, au-delà de son travail de contrôle, fait de la sensibilisation. Nous avons des partenaires de la société civile avec qui nous faisons des campagnes de sensibilisation auprès de la jeunesse, auprès de toutes les couches de la population. Et c'est de façon éducative qu'on peut arriver. En fait, le contrôle est une affaire de tous, ce n'est pas qu'une affaire d'inspecteurs. Effectivement, la corruption étant un problème social, et pour y mettre fin aussi, ça demande la mobilisation de tout le monde. Ce n'est pas un service comme l'IGF, à lui seul, qui peut mettre fin au détournement et à la corruption dans notre pays. Ça demande une synergie de tout le monde, l'implication de tout le monde, de toutes les institutions, mais aussi de la population, des individus, pour qu'on arrive à bout de ce fléau. Et c'est là qu'intervient justement la nécessité de sensibilisation. Le contrôle ne suffit pas. Le contrôle vient généralement après les actes.
Mais si la population est bien éduquée, connaît le sens de l'État, le sens de la chose publique, le sens de l'intérêt général, eh bien, la population elle-même, elle va se discipliner et ça peut produire des résultats beaucoup plus spectaculaires même que les contrôles. Mais il y a quand même un point sur lequel je voudrais que vous puissiez nous édifier, parce qu'il y avait les patrouilles financières, vous avez dit que vous aidez les entreprises à améliorer la gestion. Je ne veux pas demander si vous avez déjà évalué ce que vous avez fait gagner à l'État du fait des bonnes pratiques, mais est-ce que vous pensez que, puisque la patrouille financière ne s'est fait plus, que les entreprises ou les structures qui ont été contrôlées ont appris et ont retenu les bonnes pratiques dorénavant pour justement s'assurer que les fonds publics sont bien contrôlés ou bien gérés? Merci beaucoup, Excellence. Oui, effectivement, nous faisons l'évaluation de la patrouille financière, nos interventions d'accompagnement. Nous les mesurons en fonction, par exemple, si nous allons dans les entreprises publiques, avant l'intervention de l'IGF, il y avait chaque jour des grèves dans les entreprises. Des grèves parce qu'on n'a pas payé les salaires des agents. Depuis que l'IGF est intervenu dans les entreprises publiques, en priorisant la dépense de la paye, eh bien, on ne voit plus ce mouvement de grève dans les établissements publics. On est arrivé à faire apurer pratiquement tous les litiges de paye des agents, parce que tout commence par là. Et puis, il y a eu ce problème des marchés publics, où il y avait aussi le fléau de passation des marchés publics irréguliers un peu partout. Mais aujourd'hui, au niveau des entreprises publiques, on constate que les gens comprennent maintenant que la dépense publique s'est faite sur base des procédures qui sont prévues dans le code de marché public. Et nous avons vu que les entités publiques recourent de plus en plus au marché public. Nous avons endigué ce phénomène d'émissions fantaisistes que les mandataires étaient en train de faire à profusion à l'étranger, sans raison, et nous avons réussi à endiguer ce phénomène-là. Mais il y a aussi ce problème des autorités de tutelle qui demandaient la prise en charge des entités sous leur tutelle. Donc ça n'existe plus. Ça n'existe plus, en tout cas, depuis l'intervention de l'IGF, ça n'existe plus. Nous avons ces avantages fantaisistes que les mandataires s'est donné et qui violaient la loi. Toutes ces choses-là, nous avons indigué ça. Et une autre évaluation est allée du côté de l'impôt. Nous avons constaté que les entités publiques faisaient les affaires avec des gens qui ne sont pas en ordre avec les fiscs. Alors, c'est ainsi que nous avons instauré le système que quelqu'un qui n'est pas, par exemple, en ordre avec les fiscs, il ne peut pas gagner un marché public. Donc, beaucoup de gens se sont mis en ordre sur base de l'intervention de l'Inspection générale des finances. Donc, nous avons donc un bilan chiffré par rapport à ça, et nous espérons qu'après le départ de l'IGF, les gestionnaires ont retenu ces leçons et nous allons y intervenir. Maintenant, en contrôle de gestion a posteriori, incessamment, lorsque notre programme va l'exiger. Donc, nous allons effectivement faire l'évaluation si finalement les bonnes habitudes que nous avons prêchées dans ces entités sont encore démises. Voilà, merci beaucoup. On va prendre les questions de M. Amédée Moirabou. Je signale quand même que vous êtes accompagné de vos collègues inspecteurs généraux, pas chefs de service, vous êtes les seuls. Vous avez un adjoint, Emmanuel Chibingu, qui est là, Madame Rita Mboma qui est là et d'autres inspecteurs. Donc c'est bien d'avoir ces sentiments, ces corps un peu mystiques, entre guillemets, parce que les inspecteurs des finances pensent qu'ils sont dans une loge ou une caste. Peut-être que votre général pourra nous faire un petit commentaire sur le corps de manière générale avant de terminer cet exercice. Monsieur Amédée Moirabou, allez-y pour vos questions, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur l'inspecteur général chef de service, je veux partir des informations officielles. Tout récemment, le ministre du Commerce extérieur était dans les Hauts-Katanga. Il a évalué à 2,5 milliards de dollars
le volume de fraude au niveau de Kasumba Lessa. Avant lui, c'est la ministre des Hydrocarbures qui avait indiqué qu'en 2025, le Trésor public a perdu plus ou moins 850 millions de dollars juste à ce qui concerne les hydrocarbures, toujours au poste frontalier de Kasumba Lessa. Qu'est-ce que, en tant qu'IGF, vous avez fait de ces informations? C'est la première question. La deuxième question, en tant qu'IGF, à combien évaluez-vous à ce jour le niveau de coulage des recettes en RDC? Puisque à un certain moment, on parlait de 15 milliards de dollars de pertes chaque année. Je connais un professeur qui a mené des études scientifiques qui parlait de 12 milliards de pertes par année. Vous, en tant qu'IGF, vous évaluez à combien à ce jour les pertes en termes de coulage des recettes publiques? Je termine par cette question parce que vous avez opté pour les contrôles systémiques. Nous voyons à travers le monde, même les grosses firmes sont hackées et sont piratées par les hackers. Je voudrais savoir si l'IGF, à travers ces plans stratégiques de contrôle systémique, sera suffisamment blindé pour protéger son système afin que un bon matin, on ne puisse pas retrouver toutes les données de l'IGF sur la place publique. Merci. Merci beaucoup, M. Amédée, pour ces questions très pertinentes. Eh bien, effectivement, tout le monde fait des déclarations en ce qui concerne les pertes de recettes, effectivement. Je pense que l'inspection générale des finances est le témoin le plus avisé de ces pertes de recettes, n'est-ce pas? Mais il me serait difficile d'avancer des chiffres avec exactitude dès lors que, comme je vous l'ai dit, avec le système manuel, on ne peut pas prétendre maîtriser tous les flux financiers qui circulent dans les pays. À travers les statistiques, nous savons que la capacité de l'État de collecter la pression fiscale est autour de 12 à 15%, n'est-ce pas? Ça, ce sont les recettes qui entrent dans les trésors publics. Mais lorsque vous demandez la pression fiscale est ressentie par les opérateurs économiques, ils ressentent une pression fiscale de plus de 20%. Donc, scientifiquement, je peux dire que le gap entre 12 et 20% peut constituer en quelque sorte le coulage potentiel, encore qu'il faut le prouver. Donc 8% du PIB. Encore qu'il faut l'éprouver, sachant aussi que la méthode d'estimation du PIB, économiquement parlant, aussi est à évaluer. C'est les professeurs d'économie qui parlent, est-ce que ça général. traduit vraiment l'effort de production dans le pays? Ça dépend de la méthode qui a été utilisée. Mais une chose est vraie. Lorsque nous, inspection générale du pays, des finances, lorsque nous descendons sur le terrain, nous constatons effectivement qu'il y a un problème dans les pays. Parce que la tendance est la fraude. La tendance est le détournement. Et si vraiment il n'y a pas de contrôle, c'est la foire. C'est la foire. Et ça, c'est ça qui est plus dangereux. Je pense que ça est plus dangereux que les chiffres. La tendance est à la fraude. Je peux vous donner un exemple. Partout où nous allons en contre-vérification auprès des privés, contre-vérification, ça signifie que les régies financières ont contrôlé d'abord au premier degré et l'inspection générale vient contrôler au second degré, mais nous constatons qu'il y a une gabégie énorme qui n'est pas maîtrisée, mais je ne peux pas m'avancer dans des chiffres.
sans avoir de données factuelles. Nous pensons que le système que nous allons mettre en place avec le contrôle systémique, si nous arrivons à maîtriser les flux financiers en amont, nous pouvons déterminer avec exactitude ce qui devrait être dans le budget de l'État. Et en comparant cela à ce qui est entré, effectivement, nous pouvons à ce moment-là avoir une idée plus ou moins éclairée sur les gaps ou le coulage des recettes. Alors, les autorités du pays, vous avez parlé du ministre du Commerce et des hydrocarbures, ont fait une dénonciation. Effectivement, nous sommes sur ce dossier. Le dossier, par exemple, des hydrocarbures, nous avons diligenté une mission là-bas. Et je peux vous dire qu'effectivement, il y a eu une grande fraude. Nous sommes en train d'apprêter le rapport final parce que nous avons fait beaucoup de redressements de beaucoup de gens qui ont procédé par la fraude. Et le résultat ça sera rendu public au moment venu. Peut-être l'ampleur peut même dépasser ce que la ministre a avancé. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Alors, en ce qui concerne les hackers, la problématique de la sécurité, de cybercriminalité, je pense que ça, c'est le propre de l'évolution du monde aujourd'hui. C'est-à-dire la digitalisation est venue aussi avec d'autres systèmes de tricherie. Les hackers, en fait, ce sont des détourneurs. Ce sont des gens qui veulent détourner des fonds, qui veulent détourner des identités, toujours à la recherche d'informations ou de l'argent. Et la solution à cela n'est pas autre que digitale. Donc, j'entends certaines personnes dire que non, bon, voilà, si vous allez dans la digitalisation, c'est dangereux parce qu'il y a les hackers, mais on n'a pas le choix. On doit aller vers la digitalisation. Parce que si on n'y va pas, effectivement, nous n'allons rien maîtriser. On doit y aller et comme la science évolue, à chaque astuce des hackers, il y a aussi des études qui se mènent pour bloquer les hackers, ainsi de suite. Donc, la solution de sécurité du système numérique, c'est une solution aussi numérique. Et nous, en tant qu'IGF, nous allons mettre en place, nous avons l'ambition de mettre en place un système sécurisé, parmi les plus sécurisés, pour qu'effectivement nous ne soyons pas victimes des hackers. Voilà donc ce que je peux dire. Alors tout à l'heure, il parlait de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, mais lorsqu'on parle du Haut-Katanga ou du Grand-Katanga de manière générale, on pense à la SICOMINE, et nous savons d'ailleurs qu'un des hauts faits de l'inspection générale des finances est justement votre implication dans la négociation du contrat chinois qui a permis de dégager des ressources, en tout cas 800 millions de dollars, si ma mémoire est bonne, qui permet aujourd'hui d'avoir des rocades ou de construire la route Kalambambouji dans le Kasaï central. Et récemment, vous avez été impliqué dans le travail qui s'est fait autour du directeur du cabinet du président de la République à ces propos. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, Excellence, effectivement, concernant SICOMINE, l'inspection générale des finances, sur ordre de l'autorité suprême du pays, avait fait un travail et qui a produit ses fruits, plus de 7 milliards de dollars pour le pays qui vont être mobilisés dans les temps qui viennent et qui commencent même à être mobilisés parce que beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être construites pour le moment sont financées notamment par les fonds SICOMINE. Alors, le dernier avenant, c'est le numéro 5 du contrat, ce qu'on a appelé contrat chinois, qui a été signé en 2024, avait prévu une évaluation semestrielle, 2 fois par an. Et depuis 2024, cela n'a pas encore eu lieu. C'est ainsi, si vous nous avez vu avec le directeur des cabinets du chef de l'État, il a pris l'initiative de convoquer la première évaluation de ce contrat qui est prévu dans cet avenant. Et ce processus est en cours. Aujourd'hui, des séances de travail sont en cours justement pour évaluer l'atteinte des objectifs parce qu'ils exploitent
il y a des investissements qui doivent être réalisés. Le travail donc est en cours. Je pense que vous êtes au gouvernement, vous aurez la primeur des résultats avant que ça ne soit rendu public. Voilà, on va prendre la dernière série de questions. Je vais appeler M. Riben Yanguila, M. Liévin Luzolo et Mme Nathalie Sekaburo pour terminer l'entretien de ce soir avec l'inspecteur général des finances. Venez, on prend les questions en série, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Vous pouvez noter, on va prendre les questions en série pour terminer. Je m'appelle Ruben Nyangwila, je suis journaliste pour Sémaphore. Ma première question est la suivante. Au mois de juin, l'IGF a lancé une vaste mission d'audit des revenus miniers avec plus de 100 inspecteurs dans près de 200 entités publiques et privées dans les secteurs miniers. Étant donné que vous avez dit tout à l'heure que les nouveaux dispositifs est censé être lancé cette année, est-ce que pouvons-nous dire que les secteurs miniers est parmi les premiers secteurs, on va dire, qui ont été ciblés par ces dispositifs? Je veux dire des contrôles systémiques. La deuxième question, c'est lors de votre dernière conférence de presse du 20 mai, vous avez chiffré les plans de ces nouveaux dispositifs à 39 millions de dollars et vous avez indiqué que 22 millions de financements étaient déjà identifiés. Et la question, c'est qui apporte ces 22 millions de dollars et identifier, est-ce qu'il s'agit des fonds déjà engagés ou juste des fonds envisagés? Voilà, merci. Merci. Liévin Luzola, allez-y. Monsieur l'inspecteur général, chef des services, votre prédécesseur en son temps avait initié la formation d'inspecteurs généraux pour les contrôles des qualités des infrastructures publiques. Par exemple, une route qui est construite, quand on voit les moyens qui ont été mis, quelle est la qualité des matériels? Et il avait dit en son temps, il y aurait des formations d'inspecteurs généraux quant à ça. Où est-ce que vous en êtes à ce jour? Et la deuxième question, quel est votre message à l'égard d'entreprises américaines qui viendront investir en RDC? Merci. Une question en lingala, monsieur l'inspecteur général chef de service. Oui, oui. Allez-y, madame. Matondo mingi, namoni olobeli miango ya misala ya mibu misato. Oyo esengeli esala makasi motu ezali ete makambo yango ya motuya ekosala malolenge nini, ekotia malolenge nini. Pe ekeseni na ba oyo elekaki na mbalasi malolenge nini. Yango wana motu na liboso ya mibale ezali ete ndenge nini bokengeli ya ndenge ya kotambwisa misala to contrôle systémique ekeseni sikisiki. Na bokengeli Exactement. Instinctement. Distinctement. C'est distinct-il. Voilà. Ouais. Na bokengeli ya kotalela bozwi to audit mpe babokengeli ya mbala kaka oyo IGF esalaka mbala mingi yango wana. Voilà. Merci, monsieur l'inspecteur général. Merci beaucoup pour cette série de questions. La première, c'est par M. Ribin. On a lancé dernièrement une mission d'envergure dans le secteur minier. Effectivement, c'est vrai. Cette mission est encore en cours d'ailleurs pour le moment. Nous avons une autre mission de la même envergure qui a été lancée pour le contrôle de l'état liquidatif de la paye. Ces deux missions ont été demandées par le gouvernement de la République. Ce sont des missions qui ont été décidées lors des réunions du Conseil des ministres et l'inspection générale des finances a dû mobiliser les ressources tant humaines que financières pour faire ces missions.
Ce sont des missions qui s'inscrivent encore dans notre contrôle traditionnel. Parce que là, vous posez la question de savoir est-ce que le secteur minier est-il la première cible du contrôle systémique? Le contrôle systémique, c'est encore un projet. Un projet pour lequel nous nous battons. Nous allons mettre en place tout le nécessaire, l'infrastructure nécessaire, et c'est à partir de l'année prochaine que nous pourrons commencer à faire des opérations tests. Mais pour le moment, nous travaillons encore tel que nous avons toujours travaillé. Donc, nous sommes là-bas, nous sommes en train de contrôler si les entreprises minières ont payé correctement ce qui devrait à l'État. Et cela est parti du constat selon lequel la production minière dans notre pays ne fait qu'augmenter, mais les recettes qui viennent du secteur minier n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Donc c'est un travail qui est en cours et les résultats seront connus incessamment. Alors, vous avez parlé du budget du plan stratégique qui est de 39 millions, effectivement. Et nous avions dit qu'il y a 22 millions identifiés qui seront mobilisés en fonds propres, c'est-à-dire par l'inspection même, n'est-ce pas, à travers ce que nous avons comme dotation, allocation par l'État. Nous mettons une partie dans nos investissements, dans la rubrique investissement, et nous estimons que pendant cette période-là, nous pourrons mobiliser par nos propres ressources ce montant-là. Les autres ressources viendront d'où? Essentiellement de l'État, parce que nous avons sollicité l'inscription des crédits d'investissement dans le budget de l'État, essentiellement. Donc nous comptons plus sur des ressources domestiques et non pas sur les ressources extérieures. Voilà. Alors, votre poursuivant, il va m'excuser parce que je n'ai pas retenu Monsieur Liévin son nom. Luzolo. Liévin, voilà. Il a posé la question de la problématique de la formation en ce qui concerne les secteurs routiers. Effectivement, l'inspection générale des finances a pris à bras le corps la problématique des infrastructures en général. C'est non seulement les routes, mais aussi les bâtiments, tout ce qui est construction des grands ouvrages de l'État. Ce qui a fait d'ailleurs que traditionnellement, l'inspection générale des finances recrute des juristes et des économistes. Mais depuis un certain temps, depuis le recrutement dernier, nous avons dû recruter des ingénieurs civils pour qu'effectivement nous ayons de la compétence dans le domaine de contrôle des travaux publics. Nous avons aussi recruté des informaticiens, des ingénieurs informaticiens, pour que justement nous puissions entrer dans cette phase numérique, parce que les inspecteurs sont formés, bien sûr, mais il faut qu'il y ait des gens qui sont des ingénieurs dans le domaine. En informatique, vous pouvez être un bon utilisateur d'un ordinateur, mais celui qui a fait l'informatique, en tant qu'ingénieur, il a la capacité beaucoup plus pointue parce qu'il peut entrer dans des systèmes, il sait comment les systèmes sont mis en place, il sait comment on monte des logiciels, il sait comment on peut défaire des logiciels, comment on peut faire de la cybercriminalité, comment barrer les tentatives de hackers. Voilà, donc nous recrutons des spécialistes dans des domaines bien déterminés, et pour les autres, ce sont des formations sur l'État pour qu'ils puissent savoir comment on contrôle certains domaines spécifiques. Voilà un peu. Donc la formation, elle est une activité permanente à l'IGF. Je vous informe par exemple que depuis le début de cette année, tous les agents, inspecteurs comme agents administratifs de l'IGF sont en formation. Et ça va durer toute l'année. Et cette formation porte sur toutes les matières, aussi bien administratives que techniques. Ça, c'est une activité donc permanente en inspection générale des finances, parce que nous sommes un service qui se veut être un service de qualité, un service prestigieux. Nous devons être à la hauteur de la mission qui nous est confiée. Un contrôleur, c'est quelqu'un qui est censé être plus intelligent que son contrôle. Sinon, ça serait la honte. Voilà.
Alors, quel message aux entreprises américaines? Le message, justement, c'est le projet que nous portons. Vous voyez, ces entreprises viennent de notre environnement. Ils viennent de notre univers. Et chez eux, cet univers est caractérisé justement par la digitalisation. Tout est digitalisé. Donc, s'ils viennent dans ce pays et qu'ils voient qu'on contrôle, du moins, ou bien on travaille, on contrôle manuellement, effectivement, ils vont voir que nous n'avons pas de système sécurisé. Et ils vont voir que donc, la corruption règne partout parce que nous n'avons pas de système nous avons des systèmes qui ne sont pas effectivement au point. Donc, je pense que le projet que nous avons de la digitalisation, non seulement de l'UGF pour faire son travail, mais aussi la digitalisation de tous les services de l'État, va constituer un critère de confiance qui peut leur donner confiance pour dire que voilà, donc en RDC, les choses vont être bien suivies et on va endiguer tant soit peu toutes les fraudes qui se font suite aux défaillances des mécanismes qui sont mis en place. Voilà, alors, pour Madame qui a parlé à Lingala, Nathalie, voilà. Madame, au lobby, système ya sika ekotia mandenge nini et puis ekeseni na nini na oyo tosalaka mikolo nyonso nanesi mituna mibale opposé yango wana. Alors ndenge na lobby na lopoto système oyo tolingi totia en place eza système digital. Habité digital en lingala, comment on peut le dire, mais eza système ezo sala na ba ordinateur, n'est-ce pas? Ezo sala na ba internet. Eza système oyo ko permettre biso to landela makambo en distance. Par exemple, moto a importé biloko na poto, tokozwa déjà information à partir ya poto. Toza na bureau na biso ametokozwa information akoya na douane soki akosi na valeur ya marchandise wana tokoyeba yango lelo oyo toza na possibilité wana te toya kaka na douane toyoki ke mutu a déclaré boye mais moyen toyeba valeur ya marchandise wana ezalaki combien toza na yango te. Donc système digital wana eko permettre biso tozwa ka ba information wana namosika et puis to découvrir ba fraude eze salema et ko permettre biso pe esika tozali tozomona makambo nyonso ezo salema na mboka na liboso tozalaki kokende toye esika to contrôler mais esika tozali peut-être makambo ekotambola malamu mais bisika mususu ekotambola malamu te. Alors mes systèmes oyo ko permettre biso tozolanda makambo nyonso à la fois tozali na ba bureau na biso tozomona makambo nyonso ndenge ezoleka et puis ceux qui to constater que eloko oyo elingi esala mbeba to intervenir siko po to stopper yango yango wana ekeseni na ndenge tozalaki osala liboso tokendaka tokomi epai ya contrôler tosengi apesa ba information mais sikoyo biso moko tozala déjà na ba information tozo kende epai na ye toza déjà na ba information tosi to traiter ba information et puis tosi toyebi ke alingi aiba de cette manière là toko stopper ki muibi wana avant esalema donc système tozo ti en place yango wana ekozala système ya makasi lisusu ekozala lokola kindoki. Donc tango mutu akobanda komona kaka inspecteur akiti alobi seke likambo ezali abangi mbala moko parce que bakobanda lisusu komona biso pamba te tokozala na babiro na biso mais soki tokiti seke likambo ezali. Voilà ekeseni oyo ekozala na ndenge tozalaki osala liboso. Voilà, avant de conclure cet entretien avec l'inspecteur général de finances, chef des services, on va revenir sur... tout à l'heure, nous étions donc dans une réunion
avec le président de la République dans le cadre de la riposte Ebola. À cette réunion participaient notamment les docteurs Tedros de l'Organisation mondiale de la santé ou le docteur Jean Kassé d'Afrique à CDC. Il y avait évidemment le docteur Kamba, le professeur Muyembe. Et nous avons eu l'occasion de parler de la situation des bateaux qui sont en arrêt à 65 km de Kinshasa sur le fleuve Congo. Je voudrais spécialement qu'on écoute le point qui a été fait à ces sujets par le ministre de la Santé avant que nous puissions terminer cet exercice de redevabilité, parce que c'est la réunion urgente qui a précédé ces briefings. À son bord, un malade d'Ebola. Alors, vous dites bien bateau suspect. Ça veut dire que nous avons suspecté un cas sur ce bateau-là au niveau de la zone de santé des Pimou. Cette personne était sur le bateau, est descendue du bateau et c'est en dehors du bateau qu'il a présenté des symptômes, qu'il s'est présenté dans un centre de santé et qu'il est décédé. Mais dès lors que nous avons été alertés sur ça, nous avons commencé à suivre ce bateau qui descendait. Ce bateau est maintenu à une distance de 65 km de la ville de Kinshasa et c'est vraiment par prévention que nous le faisons. Je voudrais quand même ici déjà arrêter cette infodémie qui dit qu'il y a déjà eu 6 morts sur le bateau, 7 morts. Oui, non, il y a eu... On parle de 7 morts et puis on parle de Pimou comme un village de Kinshasa alors que Pimou c'est dans la Mongala. C'est dans la Mongala, c'est vraiment dans la Mongala. C'est nous qui sommes prudents avec ce bateau, mais Pimou c'est dans la Mongala où l'incident se serait passé. Nous allons là tester tout le personnel parce qu'on est prudent, mais nous n'avons pas dit que c'était Ebola. Nous avons dit qu'il y a eu un cas suspect pour lequel nous sommes prudents par rapport à ce bateau. Je voudrais rassurer qu'il n'y a pas eu d'autres morts sur ce bateau pour que les personnes ne répètent pas ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Il y a bel et bien un dispositif médical pour tester tout le passager de ce bateau. Nous avons amené le professeur Muyembe à côté de moi, nous avons amené un laboratoire mobile qui est sur place pour tester tout le monde. Voilà, donc vous avez suivi ces précisions données par le ministre de la Santé. Donc, les sujets de la riposte étaient au cœur des discussions avec le président de la République et, comme je le disais tout à l'heure, le directeur général de l'OMS et d'Afrique à CDC. Sur le cas sur le fleuve Congo, c'était donc une embarcation qui venait de la province de la Chopo. Parmi les passagers, il y en avait un qui a présenté des symptômes, disons qu'il avait de fièvre et une diarrhée. Il est décédé. À Pimou, comme il est dit, nous sommes en province de Mongala et dès que les services ont reçu cette alerte, des dispositions ont été prises pour que les bateaux soient stoppés dans les fleuves. Au moment où je vous parle, toutes les équipes de l'INRB sont déployées pour faire les testings de tous les passagers qui sont dans cette embarcation. D'autres embarcations sont arrivées évidemment pour permettre l'évacuation de ceux qui seront testés. Il y a une ceinture qui a été mise en place. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore les résultats des laboratoires qui pourraient éventuellement confirmer si celui qui est mort d'Ebola. Si c'est le cas, nous aurons évidemment l'occasion de le préciser. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres maladies aussi qui peuvent parfois présenter des symptômes du genre. Ici, nous tenons à préciser qu'il y a eu un mort, c'était dans la province de Mongala, et c'est parce qu'on a eu des informations qui donnaient évidemment le tableau clinique du mort, qui relève, qui a suscité notre attention. Un dispositif a été déployé. En dehors de celui qui est mort à Pimou, dans la province de Mongala, il n'y a eu aucun autre mort. S'il y en avait, nous aurons eu l'occasion évidemment de communiquer. Nous reviendrons sur cette actualité demain parce que toutes les équipes, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère du Transport, au niveau du ministère de l'Intérieur, sont mobilisées pour que cette situation puisse être gérée avec toute l'attention qu'il faut. Et donc, il ne faudrait pas céder à la panique comme certains réseaux veulent faire vers le crier. On va terminer, monsieur l'inspecteur général, je rappelle, chef des services. Il y a un point sur lequel nous sommes revenus plusieurs fois en Conseil de ministres, ce sera peut-être les derniers points, c'est l'audit de l'état liquidatif, évidemment, du fichier de la paye. Je sais que votre institution, qui est réputée pour ses capacités de contrôle, est impliquée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avant, évidemment, de prendre votre conclusion pour cet exercice de redevabilité?
Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Effectivement, comme je venais de le dire, ce travail est en cours. Nous avons terminé la première phase et nous avons fait le rapport à Son Excellence Madame la Première ministre, qui en son tour a fait rapport au Conseil des ministres. Et depuis lors, nous sommes dans la deuxième phase pour aller dans les détails et avoir les résultats définitifs. Cette étape va bientôt se terminer aussi. Et on aura le résultat définitif de cet audit. Donc, ça évolue bien. Voilà. Quelles peuvent être alors votre conclusion? Parce que ce n'est pas toujours évident de recevoir l'inspecteur général chef de service pour nous parler justement des réformes que vous avez engagées, pour être sûr que cet organe de contrôle réponde aux critères, en tout cas dans un monde qui se digitalise. Merci beaucoup, Excellence. Je dirais en conclusion que l'inspection générale a pris un virage. Et c'est un virage qui est déjà pris par l'État en général. Parce que je vais parler ici du code du numérique. Nous faisons ce virage conformément non seulement au plan stratégique de développement du pays, qui a aussi des piliers qui parlent de cet aspect de digitalisation, mais aussi en nous conformant à la vision du chef de l'État qui a mis un point d'honneur sur le numérique en créant même un ministère de l'économie du numérique, en nommant des ministres à ce ministère-là pour effectivement la mise en œuvre du code du numérique. Donc le numérique aujourd'hui, c'est une voie obligée, ce n'est pas une option. Notre pays, s'il veut améliorer sa gouvernance, doit vraiment se lancer sans réserve dans cette évolution du monde, parce qu'aujourd'hui, le développement se définit comme un retard ou une incapacité d'adaptation à l'évolution du monde. Partout au monde, tout est digitalisé. Et si nous ratons ce train de la digitalisation, nous resterons toujours en retard comme un pays arriéré, un pays sous-développé. Aujourd'hui, le numérique, parmi toutes les révolutions qui ont eu lieu dans le monde, donne l'opportunité à tout le monde de s'adapter. Et pas nécessairement à un coût élevé. Aujourd'hui, tout le monde utilise le téléphone. Dans le temps, c'était difficile d'utiliser le téléphone. Nous avons connu la révolution industrielle. C'était difficile pour tout le monde, pour tous les pays, de se procurer l'industrie jusqu'à aujourd'hui. Les pays sous-développés n'en ont pas. Nous avons connu la révolution énergétique, la maîtrise du pétrole, et de tout ce qui va avec, l'automobile et consorts. Nous avons encore raté les pays sous-développés, y compris nous-mêmes, nous avons raté ce cap-là. Il y a eu l'électricité, toujours dans l'énergie. Aujourd'hui, le sous-développement s'est défini comme un déficit d'énergie. Ce sont les caractéristiques des pays sous-développés. Et puis, il y a eu la révolution informatique. Aujourd'hui, nous sommes dans la révolution numérique. Vous verrez que les caractéristiques de tous les pays sous-développés sont des retards par rapport aux révolutions qu'il y a dans le monde. Et aujourd'hui, le pays a décidé cette fois-là de saisir la balle au bond du numérique, et je pense que le pays va se donner les moyens nécessaires pour que nous ne puissions pas être très en retard par rapport à cette nouvelle révolution qui est irréversible et qui évolue très rapidement. C'est chaque jour qu'il y a des découvertes, c'est chaque jour que le monde se digitalise, et aujourd'hui, je pense qu'il est important que nous puissions non seulement investir dans ce secteur, mais que nous puissions aussi l'adopter dans notre façon de gérer le pays. De toute manière, que nous le voulions ou non, nous sommes embarqués dans la digitalisation. Bien sûr. Il suffit que vous quittiez ce pays ici, ne fût-ce qu'en arrivant à l'aéroport, vous voyez déjà à la DGM, vous avez un ordinateur qui donne déjà toute la circulation des informations le monde entier. Et dès que vous quittez notre aéroport, partout où vous allez descendre, vous êtes suivi. Partout où vous roulez dans des routes à l'étranger, vous êtes suivi en distance. Vous ne verrez jamais un policier à chaque barrière. Mais si vous faites une infraction,
vous êtes suivi, on va vous amener la facture chez vous, à la maison. Tout ça, c'est rendu possible grâce à la digitalisation. Donc, tous les pays qui se sont développés aujourd'hui ont adopté la digitalisation. Je vais vous donner une anecdote. En 2016, je suis allé dans une mission de service où il y avait une mission d'échange d'expérience des secrétaires généraux de l'administration du Congo. Nous sommes allés en Corée du Sud, qui est un pays du G20 aujourd'hui, et qui était un pays sous-développé comme le nôtre en 1960. Aujourd'hui, ils sont dans le G20, donc parmi les 20 pays les plus développés du monde. Et ils nous ont dit là-bas, voilà, tout ce que vous dites concernant vos difficultés dans les finances publiques, en fait, c'est dû au fait que vous n'avez pas encore adopté la digitalisation. Nous avons connu toutes ces choses aussi, mais nous n'avons eu des solutions que lorsque nous avons digitalisé tout notre système de gestion des finances publiques. Et ils nous ont conseillé, et là c'est à 2016, donc il y a 10 ans. 10 ans. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, vraiment, c'est une opportunité. Et nous pensons que l'inspection générale des finances, en prenant ce chemin, de par son rôle et sa place parmi les institutions du pays, pourra jouer un rôle de catalyseur, un rôle leader pour amener effectivement non seulement son travail à ce niveau de la digitalisation, mais aussi peut aider le gouvernement à mettre tout le monde au pas, parce que désormais, la digitalisation sera parmi les critères de notre contrôle. Lorsque nous allons descendre dans une entité, nous allons nous assurer que cette entité fait des efforts pour se digitaliser. Et l'absence de digitalisation pourrait être compris comme un refus, en fait, de passer à la bonne gouvernance, parce que celui qui refuse de se digitaliser, son excellence, ça suffit là des choses à cacher. Voilà, c'est sûrement qu'on va terminer. Ça. On a retenu contrôle systémique, on a retenu digitalisation. Je voudrais vous remercier, monsieur l'inspecteur général chef des services, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Je ne sais pas si je peux appeler ça contrôle, mais bon, c'est de la redevabilité. Merci aussi à toute l'équipe de ceux avec qui vous partagez la loge. Je disais peut-être que vous pouvez nous dire à la fin pourquoi les corps des inspecteurs généraux des finances est perçu comme une loge. D'abord, il y a combien d'inspecteurs généraux des finances? Oui, merci beaucoup, Excellence. C'est comme tout corps. Vous voyez, il y a le corps de médecins, il y a le corps de magistrats, il y a plusieurs corps comme ça dans le pays. L'inspection générale des finances aussi est composée de corps des inspecteurs des finances qui sont appuyés par une administration d'appui. Mais c'est le corps qui est le pivot de l'inspection générale des finances. Vous n'êtes pas nombreux dans ces corps? Nous ne sommes pas nombreux parce que pour le moment, nous sommes 180 inspecteurs de finances, dont 22 inspecteurs généraux, et les autres sont des inspecteurs tout court, recrutés récemment, il y a 5 ans. Mais notre cadre organique prévoit 300 inspecteurs de finances, dont nous avons encore un gap de plus de... C'est un vrai parcours de combattant pour devenir inspecteur. Bien sûr. Je rappelle que les journalistes sont exclus apparemment dans les cursus. Dans les cursus pour devenir inspecteur des finances, il n'y a pas le journalisme. Bon, on a intégré l'informatique. Évidemment, bon, parce que l'inspection générale des finances, le mot le dit bien, des finances. Donc ça doit être des gens qui savent quelque chose sur les finances. Et sur l'administration publique, c'est ainsi que traditionnellement, les inspecteurs sont recrutés parmi des juristes et des économistes avec un niveau intellectuel au moins bac plus 5. Mais dernièrement, comme je venais de vous dire, on a senti la nécessité d'introduire d'autres corps de métiers. Notamment, on a introduit les ingénieurs civils et les informaticiens. Bon, qui dit peut-être demain, nous aurons besoin de journalistes pour bien sensibiliser. Je vous ai dit que l'IGF est aussi engagé dans la sensibilisation. Et ça, peut-être demain... Nous serons là, ils seront là, mais pas comme inspecteurs des finances. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous constituons un corps, et comme tout corps, nous sommes caractérisés par des valeurs partagées.
les valeurs d'intégrité, de professionnalisme, les valeurs de solidarité, les valeurs vraiment de l'excellence. Et nous sommes caractérisés par la jalousie de notre corps. On ne veut pas qu'il y ait des intrus. Pour y accéder, il faut avoir passé par un concours national. À l'Inspection générale des finances, on ne recrute pas sur recommandation, on recrute sur concours national et tous les Congolais participent à ce concours, on retient les meilleurs. Voilà, merci beaucoup. En parlant des professionnels de médias, je voudrais rendre hommage à nos amis d'Actualité.cd qui ont célébré hier leur 10e anniversaire. Autour de toute l'équipe de Patient Ligodi, Clément Mamba, vous avez les encouragements du ministre et des tutelles pour que vous continuiez à donner la bonne information à temps, une information vérifiée et recoupée. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à tous les journalistes qui nous ont accompagnés dans cet exercice de redevabilité. Ils seront toujours présents pour accompagner les efforts que vous faites. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Merci.